Salut à tous et bienvenue. Bon, il est 6h32 et je vais vous emmener avec moi à Terra Eco, de l'autre côté de la France par rapport à ici. Donc on est actuellement à La Rochelle. Je m'appelle Mehdi et je vous emmène avec moi faire un petit voyage dans le futur. Donc accrochez-vous, bonne route et bienvenue. That I feel brand new. I got a new lease of life. Yes, I'm in the pink since I got a I sit in the sun and get healthier. I share my sunshade with beautiful strangers. Alors bon, ça y est, il fait jour. J'ai roulé une petite heure et je m'arrête prendre un petit café. Donc, comme je vous disais, on va aller faire un tour du côté de Terra Eco. Moi, Terra Eco, j'ai découvert ça par l'intermédiaire de Frédéric Bosquet. Moi, Frédéric Bosquet, je l'ai découvert un jour au détour d'une conférence vue sur le web, où il faisait une conférence extrêmement intéressante sur les monnaies locales complémentaires et le revenu de base. Et donc moi j'étais extrêmement curieux, je voyais ça à distance, parce qu'à l'époque je vivais à l'île de la Réunion, et quelque part je crevais d'envie de voir ça concrètement, et une des premières choses que j'ai faites quand je me suis installé à La Rochelle a été d'envoyer un message et de demander à Frédéric si je pouvais venir voir, et puis surtout faire une enquête le plus objective possible sur ce projet-là. Voilà. Donc c'est, j'espère, le premier épisode d'une série de reportages sur ces personnes qui ont vraiment le désir de réinventer, alors on pourrait dire l'économie, j'aime pas tellement ce mot-là, mais qui est plus notre manière de vivre les uns avec les autres, de trouver de nouvelles manières de gérer notre quotidien ou leur activité. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre monde, notre activité est résumée à notre métier, à ce qu'on fait, voilà, la question qu'on pose, surtout en France, et qu'est-ce que tu fais. Alors là, j'ai écouté un petit peu, a priori, il y a des bouchons, je sais pas à quelle heure je vais arriver. Et il est 8h moins 10. Je vais vérifier la pression des pneus. Et puis, c'est parti pour un nouveau round. Oh, I ain't got no clue. The thing I know is that I feel brand new. I got a new lease of life since I got jumping in bottles like a child, enjoying my glass of white wine. I got a new lease of life since I'm not feeling blue. I sit in the sun and get healthier.
boat one morning, but as you see, I had weathered the storm. You messed up my nights and then you missed the boat one morning, but I was stronger than you thought, stronger than I thought. Where do I go? I ain't got no clue. Thing I know is that I feel brand new. I got a new lease of life since I got old. Got a new lease of life. Got a new lease of life. I got a new lease of life since I got hold of you. Ouais, je pense qu'on a pris l'habitude nous de mettre un petit peu trop de morceaux. C'est pas grave, hein, si on augmente un peu la taille des joueurs, c'est pas... Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que ça touche? Ah, coucou, ça va? Mais venez, venez. Vous venez manger avec nous? Non. Vous pouvez, hein. C'est une plante? Ah, de l'ortie. Ouais, j'ai appris. C'est une pâte à tartine, enfin, c'est une tartinade d'ortie, quoi. Ah ouais? Et mais tu mets quoi là? C'est la sauce de la... Bon alors me voilà arrivé à Terra Eco depuis quelques heures maintenant. L'accueil est très agréable, très chaleureux. Comme on peut s'y attendre de personnes qui ont l'habitude de partager, les discussions ont commencé à s'engager. On voit tout de suite l'habitude qu'ont les gens d'utiliser des méthodes de décision en groupe. C'est ce qui saute tout de suite au prime abord, c'est l'organisation en tant que groupe, en tant que groupe de personnes. Donc, pour l'instant, c'est plutôt une bonne surprise. C'est vrai qu'après, les questions qui me viennent tout de suite à l'esprit, c'est jusqu'à quel point ça reste la question que je me pose, jusqu'à quel point l'exception peut devenir une généralité. Voilà, donc je vais essayer d'interroger un peu les personnes pour voir un petit peu ce qu'il en est. Au niveau de l'organisation du boulot, ça se passe comment? Chacun décide plus ou moins de ce qu'il veut faire ou Ouais, c'est ça, ouais, en fonction des besoins et de ce que chacun a déjà prévu, évidemment. Donc en fait, on fait des réunions tous les matins à 9h, on fait ce qu'on appelle une synchro. Donc on rappelle les tâches qu'il y a dans la journée ou juste des informations sur des gens de passage, par exemple. Et après, on se répartit les tâches, quoi. Et il y en a aussi une par semaine, une grosse synchro le lundi soir, où on met un peu en avant ce qui va se passer dans la semaine. Comme ça nous permet vraiment de nous organiser, de savoir combien de personnes il faut pour quelle tâche, etc. Et ça se passe très bien en général. Ça pose pas de problème, ça. C'est une affaire qui marche. Et par exemple, pour un projet comme celui-là, combien de temps vous l'avez initié Ah, alors ça c'est un peu compliqué parce que c'est un projet, ça part d'un truc plus global en fait. Ça part de ce bâtiment-là qu'on a refait, donc le projet là.
Ça fait combien de temps qu'on parle de cette grangette, qu'on a commencé à projeter dessus? Ça doit faire 6 mois peut-être. Et on avance petit à petit. On avance, on aurait dû finir cet été je crois. Mais bon après, en fonction des budgets, tout ça, c'est pas forcément toujours évident. Mais l'avantage c'est qu'on a le temps. Et ça vaut le lot. Samedi dernier. Ouais. Alors ça c'est le tableau pour... Oui, elle avait pas vu, t'es pas là. Oui. C'est Alors, censé être le tableau de répartition des tâches pour le repas du midi, le repas du soir, le ménage. Sur les différents jours de la semaine. Et donc ça marche pas si bien que ça. Il y a des périodes où ça marche très bien, parce qu'on se rend compte qu'il y a besoin, et pour une raison ou pour une autre. Et où, du coup les gens s'inscrivent et où ça roule bien. Et puis il y a des périodes où c'est beaucoup plus fluide en fait, on n'a pas besoin de ça. Là en l'occurrence, ça a l'air plutôt fluide en ce moment. D'où le fait qu'il n'y ait personne dans cette... Et on donc n'est pas beaucoup, c'est vrai, quand vous on êtes est pas- pas- là vous n'êtes pas beaucoup là. Ouais. Vous pouvez être beaucoup plus nombreux que ça. Bah, en été, quand il y a une vingtaine de personnes, 25 personnes, en fait. 20-25 personnes l'été du coup. Du coup, là, on arrive à... bah, il y a eu des périodes comme ça. Là, on arrive à tenir, enfin, à s'organiser comme ça. Un petit peu. La masse critique c'est combien? À partir de quel nombre de personnes il commence à y avoir besoin de... 7 Non, je pense une quinzaine de personnes, ça commence à être pas mal déjà. Enfin, pour moi, en tout cas, pour faire à manger pour 15 personnes, c'est déjà plus la même chose que pour 10 personnes. Ouais. Enfin, ça dépend masse critique. Pourquoi, effectivement? Masse critique pour l'organisation. Ce que je veux dire, à partir de quel nombre de personnes il y a besoin d'imposer une organisation où ça devient plus fluide? Alors, on a du mal à imposer une organisation. Sans dire imposer, non, c'est le terme, admettons, le terme est mal choisi. Ce que je veux dire, c'est que malgré tout, ce tableau, il est là pour permettre un roulement des tâches. Et donc là, tu disais que bon, vu le nombre que vous êtes, il n'y a pas besoin, ça roule spontanément. Je veux dire, à partir de quel nombre de personnes il y a besoin, sans dire imposer, mais de mettre en place une organisation? En fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a déjà besoin de mettre en place une organisation. Mais là, je n'ai pas forcément envie de le mettre en place maintenant. J'ai besoin qu'on se cale et qu'on organise un peu mieux tout ce qui est à tendance. Parce qu'en fait, ça marche bien pour la préparation des repas. Par contre, pour tout ce qui est rangement, pour l'instant, généralement, s'il n'y a personne qui est référent pour le rangement, chacun lave son assiette. Par contre, pour tout le reste, ça se fait moins un peu spontanément. Ça se fait quand même. Oui, Ça dépend des jours. Hein, ça dépend des jours. Je dis pas que ça se fait pas du tout, mais je dis que c'est pas aussi. Je trouve pas ça aussi automatique. Enfin, je sais que moi J'ai toujours l'impression que c'est plus fluide en fait. Donc, Ouais. et je déteste m'inscrire dans une case. J'aime pas trop ce fonctionnement. J'ai l'impression que ça marche bien quand on le fait pas, mais je sens quand même qu'à partir d'un certain seuil, et pour moi c'est une quinzaine, on a besoin de ça quand même. Après tu disais un roulement des tâches, c'est même pas forcément pour que ça roule en fait, c'est juste pour qu'il y ait à manger le midi. Oui. Simplement. C'est pas forcément pour que ça change. Il peut y avoir, ça peut être toujours la même personne, c'est pas le problème, c'est juste que ça soit qui est quelqu'un. Qu'il y ait quelqu'un, ouais, si quelqu'un veut s'inscrire tous les midis, qu'il le fasse, hein, pas de problème. Qui sait, je m'inscrirai peut-être avant de partir. J'aime bien cuisiner. Après, là, en ce moment, c'est particulier parce que comme la plupart des gens qui sont ici sont sur le chantier, à part 2-3 personnes, donc c'est plus difficile en fait, en tout cas, d'organiser jusqu'à cette tâche du midi. C'est différent entre le midi et le soir. Là, tu vois, remarque là, c'est la pause d'après-repas, mais après, tout le monde est sur. Donc dans 5 minutes on démarre. Voilà. Alors on l'a fait, c'est bon, vous êtes ok? Là, on va voir combien on est. Allez. Moi je pense que c'est important, il faut qu'on avance. Hein. Si on peut, moi je suis prêt. Allez. Alors 15h27. Qui ont fait leur fiche. Hein. Alors j'ai fait ma fiche, mais j'avoue qu'au niveau tout ce qui est quantité et finance, C'est là où c'est pas encore hyper précis. C'est là où tu en es aujourd'hui. Donc déjà on a Charlène.
Et il nous faudrait une deuxième personne. Je la connais à peu près par cœur. Ouais, eh ben, allons-y. C'est Simon. pas grave, pas dans l'armoire. C'est parti. Pour des infusions comme médicaments naturels. Alors, quels produits, services mes clients usagers vont-ils m'acheter? Des tisanes. Et du coup, une découverte des vertus des plantes. Quel besoin, envie, celui-ci satisfait-il pour mon client? S'apercevoir qu'il peut se soigner seul pour les petits mots et boire du thé, enfin de la tisane. On fait d'abord le 1 tour de table, Voilà. 2 tours de table. Si on a le temps, on fera 2 tours de table. D'abord un tour de table. Ah, c'est pas par point, c'est toi qui décides dans ton Ah, plan. d'accord. Ah oui, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu prends comme D'accord. question. Alors moi, Pardon, une demi-heure, 20 minutes donc là, la règle pour moi, c'est que le milieu de séchage soit sain. C'est obligatoire. Sinon, j'aurais pas du tout envie, personnellement, de consommer la plante. Alors, un point d'information sur la méthode. C'est pas bien? Il s'agit plutôt de lui poser des questions pour obtenir des précisions, D'accord. ou plutôt que de lui donner des... Par contre, ça peut être un super défi. Par contre. Ah, défi alors. Ou est-ce que tu veux... En fait, C'est la fin. quand On aurait t'as pu dit lui poser une règle, quelles sont les d'accord, caractéristiques du ok. lieu, par exemple. c'est qu'est-ce que tu as vu chez elle et qui avait l'air d'être une règle. D'accord. Pas toi qui donne. Oui. Voilà. Le défi, c'est un défi. Et les défis, c'est à la fin. Ah, Garde-le pour la fin. d'accord. Mais vraiment, tu peux le garder pour la fin, ça peut être un super défi. Alors donc. Mais ça peut être sous forme de questions. Où est-ce que tu as pensé faire D'accord. un lieu sain pour faire sécher tes plantes? Normal, hein, dans un premier jet de projet, on part souvent d'une idée, mais à un moment donné, il faut basculer dans le monde réel. Donc il y a quelqu'un qui va payer. Et en tant que client, ils sont hyper exigeants, c'est des enfoirés. Et voilà, il faut bien le définir. Après, tu peux bâtir derrière tout ton projet, à la fois le support de ton produit, le support de communication, le vecteur pour propager ton produit. Tu as dit que pour le temps que tu voulais donner, tu as dit que tu voulais travailler à peu près 6 mois de l'année à mi-temps par temps chaud, entre guillemets, donc c'est en saisonnalité. Et après, pour la partie commerce, à peu près 1 à 2 jours par semaine. Est-ce que c'est pour la première année d'activité, ça? Non. Ou est-ce que c'est pour la deuxième ou la troisième année d'activité? Pour la troisième. Ah, ça, c'est donc en phase d'exploitation. Ouais, tout à fait. D'accord. Ok. Deuxième question, tu n'as pas donné de prétention de salaire. À partir du moment où il n'y a pas de prétention de salaire, pour moi, il n'y a pas de projet économique. Ah, d'accord. Si tu veux rien gagner, si tu veux, c'est pas un projet économique. Ah oui, si, je veux gagner, mais en fait, comme j'ai aucune idée, comme je ne me suis pas penchée justement sur les prix et sur combien je pourrais gagner, je ne sais pas en fait. Idéalement, c'est quoi? C'est une activité à carton, à 5e. Après, elle choisira 2 défis à faire. Après, elle choisira un nombre de défis qu'elle veut. Et là, par contre, il nous faut un secrétaire de séance qui prend en note les défis et pour qu'on s'en souvienne. Alors, un défi n'est pas un défi s'il n'y a pas une date butoir à laquelle ce sera fait. Donc, à toi de décider la date que tu veux, mais il faut qu'il y ait une date. On l'a posée. Ça peut être une tranche entre telle date et telle date. C'est important de poser la date. Voilà, le plus spécifique possible. Mais est-ce que justement, dans ces cas-là, cette deuxième présentation, ça peut se faire dans 6 mois justement, en juin? Oui, c'est dès que tu es prête. Après, c'est encore une fois le principe du porteur de projet, c'est que c'est pas à nous à dire quand il doit être prêt. Bien sûr. Mais du coup, ça veut dire que d'ici là, elle ne peut pas en faire une activité économique. Ça veut dire que d'ici là, elle ne pourra pas en faire une activité économique. Alors, Si. Alors, Toi qui es pure et parfaite, tu as 10 minutes pour exprimer ton projet avant que nous passions aux choses Nous sérieuses. allons te donner une note. Ok, je vous propose un petit. Oui, c'est vrai. Ça va nous faire du bien. Et je sais. Attends, pour l'installation, t'as besoin d'assistant? Alors, l'installation, oui, assistant, mais aussi les formations. Ah ouais. Et je sais, la main-d'œuvre, de quelle méthode vous avez besoin pour assurer la production régulière et durable des produits et services? Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je pense que ça serait
copier à peu près le schéma de formation. C'est un schéma. Même du vin. Intérieur vin. Là, ça c'est du vin. Donc c'est ça, voilà, le taille au-dessus. Quoi. Il faudrait Ça du c'est du 25 200. si ça existe. Donc, Ouais. Je suis pas sûr qu'il y ait autant de taille. Hein. Ils vont pas faire une taille de 2 cm supérieure. Je pense, on verra. Je regarderai ce qu'il y a et puis je ferai en fonction de toute façon. Voilà. J'aimerais bien voir la longueur réelle de combien il me faut. 1m45, genre 1m45 on va dire pour être sûr. 1m45 plus une longueur d'un mètre, enfin 1m20, 1m50 quand même. ça fait 2 bouts d'un mètre 50. Ah mais ça va pas, il va nous falloir... Tu vois. Si. Bah si, parce que... Et du coup ça refait l'étanchéité. Ouais c'est ça, c'est ça. Là, ton tuyau il s'arrête là et tu dois avoir... Après ça doit revenir à la taille normale. tu dois avoir la tournevis. à peine ça de retour. Je vais chercher celui de retour. Ouais, direct. C'est ça. Donc il faut tout mettre en isolation. Ça te ferait Et 2 ça ferait tuyaux. 1 mètre là-haut, donc ça ferait que 2 tuyaux isolés. 2 tuyaux plus 2 boisseaux. Ouais. Les Donc boissons, là, t'as déjà un tuyau. Bah on en a même un deuxième là. Donc, Mais ils sont trop petits. ils sont trop Ça serait bien d'avoir la taille au-dessus. C'est couillon. Parce que ceux-là, vous les réutilisez ou pas? Ah ouais, ça va sur un poil. Bon, c'est le lendemain matin, J+1. Donc, ça m'a permis de bien cogiter sur le projet Terra, sur ce que ça représentait, sur cette idée de redéfinir l'économie. C'est pas une tâche aisée et qui est forcément collective. C'est à la fois très intéressant et peut-être moins intuitif que l'a été les monnaies locales pour moi, du fait de ma nature, du fait de la personne que je suis. Mais en tout cas, dans cette équipe, tout le monde s'y attelle avec beaucoup d'énergie. Allez, c'est parti, on va faire chauffer la Médise mobile. Qui a été créée en 2014 et qui a pour vocation du coup, de créer un éco-hameau expérimental en partenariat avec une commune et les différentes parties prenantes d'un territoire, et un éco-hameau expérimental qui serait un vecteur en fait, de développement local, un développement local écologique et soutenable et humain pour l'ensemble du territoire dans lequel il s'installe. Et un autre point important, c'est qu'il y a 2 autres aspects importants du projet, qui est un aspect de transmission et de formation, c'est-à-dire qu'on aspire aussi à transmettre l'expérience. Donc en créant un centre de formation, on commence déjà à le transmettre en accueillant du monde et avec des premières formations, mais à terme, l'idée c'est vraiment de transmettre l'expérience. Et l'autre aspect, c'est de se faire suivre par un conseil scientifique qui permettra de légitimer en fait les résultats qu'on aura au regard de l'extérieur, des citoyens et des pouvoirs publics, de manière à faciliter aussi le travail pour d'autres qui voudront s'inspirer de ce qu'on a fait. Voilà. Je pense qu'il y a aussi l'aspect vraiment de s'organiser aussi autrement, de réinventer un peu la notion de démocratie, en tout cas la manière de décider ensemble, de faire ça collectivement. Ça c'est aussi quelque chose qui fait partie de l'expérimentation et qui fait partie du tout et qui va permettre aussi d'atteindre tous ces objectifs et de le faire ensemble, sans chef, on va dire, autoproclamé. Voilà. Vraiment cet aspect-là aussi qui est là et qui est important. Peut-être dire que le projet il est né en fait d'une prise de conscience en fait qui s'est formée sur plusieurs années, mais qui a été vraiment à sa maturité en 2013, date à laquelle je suis parti faire un tour de France en vélo pour essayer de voir un petit peu quelles étaient toutes ces initiatives citoyennes qui se sont créées. Et en même temps, leur donner en quelque sorte un échange, une information sur l'initiative citoyenne qu'on organisait pour valoriser le revenu de base inconditionnel au niveau européen. Et suite à ce Tour de France, en fait, il y a pas mal d'initiatives qui m'ont marqué, et en particulier, ces initiatives avaient réussi dans pas mal de domaines, l'énergie, l'eau, l'agriculture, les monnaies citoyennes, les fonds éthiques, la mobilité en partage, bref,
toutes ces initiatives, elles fonctionnaient, mais par contre elles étaient isolées et elles se reliaient pas les unes aux autres. Et quand je suis revenu de ce périple, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour contribuer aujourd'hui à faire que ces initiatives citoyennes elles se fassent connaître et surtout qu'elles grandissent au-delà de leur propre structure. Et c'est là qu'est née l'idée du projet Terra, c'est-à-dire créer un lieu dans lequel on viendrait connecter ensemble des initiatives citoyennes très différentes, mais qui chacune était porteuse en fait d'une fonction qui pourrait permettre ensuite, une fois connectées les unes aux autres, de faire émerger une nouvelle forme d'organisation plus résiliente et à la fois au moins aussi efficiente que celle d'aujourd'hui. En tout cas sur l'aspect économique, nous le choix qu'on a fait ici, c'est de mettre en place un outil qu'on appelle la participation libre et consciente, déjà, qui permet à chacun ici de pouvoir venir aider le projet en fonction de ce qu'il peut ou veut donner, et en même temps de participer financièrement à ce projet à hauteur de ce qu'il peut et de ce qu'il veut donner. C'est d'où l'idée de participation libre et consciente. Ce qui nous permet d'accueillir sur les lieux des personnes qui sont de toute classe sociale, de tout type de métier, et que finalement, en fin d'année, on arrive à équilibrer quasiment les comptes de l'association en termes d'hébergement et d'alimentation des volontaires. Et donc ça permet vraiment à tout le monde de participer, même ceux qui n'ont pas forcément les moyens de participer à l'activité. En fait, on a tout à réapprendre, à déconstruire, à reconstruire. Mais c'est vrai que ce qui est chouette, c'est que comme on est dans cette volonté-là, on avance petit à petit et ça progresse. Et du coup, l'aspect gouvernance, oui, je pense que c'est un constat que c'est pas mal aussi, c'est que ça ne nous convient pas trop comment ça peut se passer dans les entreprises, même dans les associations en fait, au niveau, on peut dire aussi de la politique, de l'État, etc. Et là aussi il y a des choses à réinventer, à réinventer ou en tout cas à essayer. Et là aussi c'est pas facile. Comme on dit souvent, tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Et puis il y a aussi cette idée de... moi ce que j'aime bien dans aussi ce qu'on essaye de mettre en place, c'est de sortir un peu de la dualité entre un chef qui décide et tout le monde décide en fait. Parce que un chef qui décide, on voit bien les limites. Et tout le monde qui décide aussi, je pense que tout le monde a des expériences vécues, des réunions interminables où on n'arrive pas à se mettre d'accord, etc. Et donc on a aussi cette idée que pour ça, dans certains cas, dans certaines situations, comme on se fait confiance justement, et qu'on a plein de trucs qui font qu'on se fait confiance et qu'on peut se réguler aussi, et des gens peuvent prendre des décisions à certaines conditions, etc. Et ça aussi, on voit que c'est pas facile, parce que intuitivement, tout le monde dit « Ah ouais, mais du coup, ça va être n'importe quoi, les gens vont prendre des décisions qui leur servent. » Mais en fait, on se rend compte que la difficulté, elle est plutôt de prendre une décision, parce que du coup, c'est notre responsabilité. Et on se cache plus derrière la responsabilité soit d'un chef, soit d'un groupe. Et du coup, c'est pas facile, parce que il faut assumer, quoi. Et même si du coup, je pense que notre objectif aussi, c'est de reconnaître le droit à l'erreur. Parce que voilà, l'erreur ça fait partie du vivant et c'est comme ça qu'on avance et qu'on progresse. C'est toujours là quand même et donc c'est pas facile. Et donc tout ça c'est intéressant. C'est riche. Je pense qu'effectivement, en tout cas quand on parle d'éco-hameau, on se heurte et il suffit de voir en fait les panneaux qui en arrivant, pas mal d'idées en fait, ou d'idées préconçues, ou de peur, ou au pire, effectivement, il y a deux aspects. Il y a à la fois, je pense, la peur de voir arriver des gens s'installer dans les campagnes. On arrive dans un nouveau milieu, donc forcément, il y a des réactions. Et au mieux, c'est aussi, c'est peut-être juste bien gentil, c'est des personnes qui vont se créer leur lieu de vie, mais finalement, quel intérêt pour le reste du monde. Mais en fait, là, j'ai l'impression qu'avec ce qu'on fait, petit à petit, en fait, sur différentes briques du projet, parce que le projet, il est assez systémique, il touche vraiment à plein de dimensions, on touche petit à petit différents types de personnes en fonction des choses qu'on développe. Je pense qu'un exemple que je peux donner, c'est qu'on organise des marchés. Là, on a commencé par exemple à faire, donc dans le cadre du projet, de la mise en réseau avec d'autres producteurs locaux, on organise des marchés pour l'instant tous les 3 mois, tous les 2 ou 3 mois. Et le dernier marché, il y a vraiment des producteurs qui spontanément
ont voulu participer au marché, ils nous ont contactés pour avoir une place. Il y avait plus de 200 personnes. Il y a des gens qui n'étaient jamais venus, qui étaient du coin, qui avaient peut-être des idées préconçues sur nous, qui viennent, qui trouvent l'ambiance sympathique. Donc là, ça crée, il y a une des productrices qui a fait l'éloge de nous à d'autres personnes qu'elle a vu à un autre marché en disant que c'était super ce qu'on faisait, qu'on apportait un autre esprit de coopération et qu'elle trouvait vraiment ça, qu'elle était vraiment heureuse, elle nous a proposé de faire quelque chose chez elle. Donc j'ai l'impression qu'on a des portes d'entrée en fait qui, par ce qu'on fait, on montre qu'en fait l'intérêt de ce qu'on fait est plus que quelques personnes qui viennent s'installer à la campagne pour vivre tranquillement, produire ce dont elles ont besoin. C'est sûr. En tout cas, ça va prendre du temps. Ouais. Ça va prendre du temps et ça, il faut l'accepter, quoi. Parce que voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal d'idées qu'on porte qui bousculent un peu aussi, qui existent ici. Et puis donc, ouais, voilà, forcément on est confronté à des réticences, à du scepticisme, et c'est logique en fait. Et donc c'est vraiment en faisant, quoi. Parce que tant que c'est que des paroles, bon, ça change rien, quoi. Effectivement, petit à petit, ça prend du temps. Mais aussi en créant du lien aussi social entre les personnes. Parce qu'au début, il y a beaucoup de préjugés, de doutes, mais bon, voilà, finalement, on est juste des humains normaux. Et donc, on arrive et ça se débloque, mais ouais, ça prend du temps, et c'est vrai que ça, c'est un peu difficile au début. Parce que du coup ça met beaucoup de freins aussi au début, mais en fait il faut accepter, je pense, et avancer progressivement. Quand on a fait notre deuxième Tour de France, on a visité une 60aine de lieux, et en fait on voit bien qu'il y a différents types de lieux de vie. Et je pense que ce qui fait peur aujourd'hui, c'est peut-être les lieux de vie qui sont un peu refermés sur eux-mêmes et qui ont très peu d'interaction avec le territoire de vie dans lequel ils se sont installés. Et je pense que ce qui fait la force des lieux qui s'implantent et qui se lient justement avec leur territoire de vie, c'est quand ils ont une interaction avec tous les acteurs locaux. Et je crois qu'un des fondements de Terra, c'est bien vivre et vivre ensemble. Et depuis tout le temps, depuis le premier jour qu'on a posé les pieds ici, on a toujours dit qu'on voulait co-construire ce projet avec toutes les parties prenantes du territoire, et de le faire vraiment en accord avec la population, et la mairie, la communauté de communes, le département, la région, l'État et l'Europe, et que vraiment toutes les parties prenantes du projet puissent vraiment copiloter ce projet. Et je crois que ça joue énormément dans la vision qu'ont les personnes, et même si pour l'instant autour de notre siège social on a 2 voisins essentiellement, peut-être 3, il y a 3 voisins qui sont vraiment contre. La plupart des autres ont changé leur point de vue très rapidement quand ils ont vu ce qu'on était en train de faire ici. Là c'est vraiment le cœur du projet Terra. C'est que Terra, s'il y avait une cause première du projet, c'était justement de mesurer l'utilité commune. Mais pas la mesurer de façon ostentatoire, c'est-à-dire il ne s'agit pas de mettre des compteurs sur tout ce qu'on va produire d'utile à la société. Mais par contre, l'idée c'est de mettre des entre guillemets compteurs sur des choses que la société ne mesure pas et qui pourtant contribuent à la valeur commune qu'on appelle produit intérieur brut aujourd'hui. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on ne mesure exclusivement que les valeurs qui sont vendues sur un marché en monnaie en fait. Or, aujourd'hui, on sait que de nombreuses valeurs sont apportées aux citoyens, mais qui ne sont pas mesurées sur le marché. Inversement, on ne décompte pas de la production de richesse en monnaie toute la destruction qu'on a fait sur le bien commun, que ce soit sur la nature, voire même sur les êtres humains, sur les ressources. Et donc l'idée avec Terra, c'est de créer une sorte de laboratoire à ciel ouvert, dans lequel effectivement, avec des citoyens, avec des acteurs locaux, avec des scientifiques, on va commencer dans un endroit, en fait, à mesurer réellement quelle est cette production de valeur, quelle est la destruction de cette valeur, et de vraiment de mettre en circulation un outil d'échange, qui sera une monnaie citoyenne locale, qui permettra effectivement de mettre le doigt sur cette valeur commune que les habitants de cet éco-hameau ont créé et ont contribué à créer, et en même temps de donner à chaque habitant les moyens de pouvoir ensuite acheter les biens et services dont ils ont besoin pour vivre, et surtout d'être en capacité à un moment donné de choisir leur activité, non pas parce qu'elle va leur apporter de l'argent,
mais parce que c'est une activité qui va les réaliser. Et c'est là qu'à mon avis, on va ouvrir un nouveau secteur. Certains économistes appellent ça le serveur quaternaire, c'est-à-dire un secteur de la gratuité en fait, qui lui va s'agrandir de façon, mais vraiment comme jamais on l'a vu dans les 200 ou 300 dernières années, puisqu'en fait à partir du moment où les personnes seront libérées de l'obligation d'aller à un travail pour avoir un revenu, ils vont pouvoir ensuite avoir des activités non marchandes, et je pense que c'est ces activités non marchandes, qui vont vraiment prendre une proportion très importante et qui vont finalement presque diluer les activités marchandes. Autrement dit, je pense que grâce à l'instauration d'avoir une base inconditionnelle versée à monnaie citoyenne locale, on a la possibilité de donner aux gens, justement, de ne plus avoir à mesurer. C'est-à-dire, en fait, on veut mesurer pour qu'ensuite, on puisse ne plus mesurer. Donc après le bureau, la cuisine, ça, on trouve une petite serre. Voilà, avec quelques mots de piment en train de sécher. Hop là. On va pouvoir atteindre le verger où on a pu réaliser l'interview. Le reste des maisons, des prototypes qui ont été démontés récemment et qui vont être déplacés dans une des communes voisines. Donc ici on a aussi un aperçu sur derrière la forêt comestible qui a été plantée. Voilà, c'est là qu'on voit que la nature a son propre rythme et dans ce genre de projet, on doit s'y adapter. Les toilettes sèches, il faut dire, il y a quelqu'un? Ah oui, la vie en communauté implique une certaine organisation. On va retourner faire un coucou à l'équipe qui bosse encore et toujours sur le four. Comme on peut le constater, ça avance à pas de géant. Attention, disqueuse. Le jardin potager. Donc c'est un jardin basé sur une philosophie de permaculture où les personnes de terrain ont essayé de faire quelque chose qui se rapprochait le plus d'un fonctionnement naturel. Cette voûte de bambou
qui va nous permettre de déboucher sur le deuxième potager. Voilà, avec sachant que là c'est l'automne, forcément le début de l'automne, le gros de la saison est passé. Donc voilà, il est 9h30, on est vendredi matin et je me prépare à repartir, à quitter Terra. Donc 2 jours passés ici à voir un petit peu comment ça se passe dans cet éco-village, et je trouve ça, voilà, c'est difficile de partir, même si je suis content d'aller retrouver les miens. J'ai vraiment découvert des gens à la fois très réalistes, mais empreints d'une très belle philosophie, des gens qui essayent de faire, qui ne prétendent pas tout savoir, mais qui essayent en leur âme et conscience à faire ce qui leur paraît être juste pour un monde meilleur, et ça fait du bien de voir ça.